Bonjour et bienvenue de nouveau sur Archives du passé, la chaîne sur laquelle on vous fait voyager dans le temps grâce aux photos historiques. Prêt à en apprendre un peu plus sur le passé de l'humanité? Allez, c'est parti, bonne vidéo. Edward Mordrake est une figure légendaire du 19e siècle, censé être un noble anglais maudit qui aurait eu un deuxième visage à l'arrière de sa tête. Selon la légende, le deuxième visage était à la fois beau et diabolique, capable de pensées et de paroles indépendantes, tourmentant Mordrake avec des horreurs murmurées qui le conduisirent à la folie. L'histoire, d'abord publiée dans un article sensationnaliste du Boston Sunday Post en 1895, affirmait que Mordrake s'était suicidé à 23 ans, laissant une demande pour que le deuxième visage soit détruit afin de mettre fin à ces murmures épouvantables. Son cas fut plus tard inclus dans Anomalies and Curiosities of Medicine des ophtalmologistes George M. Gould et Walter L. Pyle, qui ont donné un peu de légitimité à la légende. Cependant, en 2015, il a été révélé que l'article de 1895 avait été écrit par un auteur de science-fiction, Charles Laughton Hildreth, et que la Royal Scientific Society, mentionnée dans l'article, n'existait pas. L'histoire de Mordrake, ainsi que d'autres créations bizarres de Hildreth, était entièrement fabriquée. Malgré sa démystification, la légende d'Edward Mordrake perdure, et elle arrive encore à captiver l'imaginaire des gens. L'histoire des enfants Sodder a commencé le jour de Noël 1945, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la maison de George et Jenny Sodder à Fayetteville, en Virginie-Occidentale. Bien qu'ils aient sauvé certains de leurs enfants, 5 d'entre eux étaient coincés à l'intérieur. Les tentatives de George pour les secourir n'ont pas abouti. Lorsque les pompiers sont arrivés des heures plus tard, la maison était détruite, mais aucun corps n'a été retrouvé. Alors que certains croyaient que les enfants avaient été incinérés, les experts affirmaient que des ossements auraient dû rester, ce qui a suscité des doutes sur leur mort dans l'incendie. Lors des mois précédant l'incendie, les Sodder ont vécu des événements étranges. Un visiteur avait prévenu que la maison prendrait feu, et un vendeur d'assurance avait menacé George en disant « Votre maison va partir en fumée, et vos enfants mourront ». La nuit de l'incendie, Jenny a reçu un appel téléphonique inquiétant d'une femme riant et faisant teinter des verres. Après l'incendie, des témoins ont affirmé avoir vu les enfants vivants, et l'investigateur privé C.C. Tinsley a découvert que le vendeur d'assurance faisait partie du jury du coroner qui avait jugé l'incendie accidentel. Des années plus tard, les Sodder ont reçu une photo d'un homme ressemblant à leur fils Louis, ce qui a ravivé leurs espoirs, mais qui n'a pas pour autant aidé à résoudre entièrement le mystère. Les parents ont passé le reste de leur vie à chercher Louis et les autres enfants disparus, mais n'ont jamais obtenu de réponse sur ce qui leur était réellement arrivé. L'affaire est toujours non résolue à ce jour. Edward Pesnell, qui vivait sur la lointaine île anglo-normande de Jersey avec sa femme et ses enfants, était initialement perçu comme un individu aimable et bienveillant. Il était connu pour sa générosité, y compris pour se déguiser en Père Noël pour les orphelins, et une arrestation passée pour vol de nourriture destinée à aider les familles affamées semblait être sa seule faute. Cependant, entre 1957 et 1971, Jersey fut troublé par une série de crimes graves commis par une figure masquée connue sous le nom de Bête de Jersey. Cette personne était responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'agression de plus de 13 personnes, dont beaucoup étaient des enfants. Les actes perturbants de Pesnell ont commencé par des enlèvements et se sont intensifiés en invasions de domicile. Sa première connue a eu lieu en 1957 lorsqu'il a enlevé et agressé une jeune femme. Au fil des années, ces crimes ont continué et les agressions se sont multipliées, et une, le jour de la Saint-Valentin 1960, a particulièrement marqué les esprits. En 1966, Pesnell a écrit une lettre provocante aux policiers se vantant de ses crimes. Mais seulement quelques années plus tard, un manque de prudence a conduit à son arrestation par pur hasard. Malgré une enquête approfondie et une préoccupation communautaire généralisée, Pesnell a réussi à éviter la capture jusqu'en 1971. Il a été arrêté à la suite d'un contrôle routier lorsque la police a découvert des preuves dans sa voiture. Lors de son procès, il a été condamné pour plusieurs charges graves et a été condamné à 30 ans de prison. Il a été libéré pour bonne conduite en 1991 et est décédé des suites d'une crise cardiaque en 1994. La disparition de la famille Martin est une affaire hantée qui implique Kenneth et Barbara, ainsi que leurs 3 filles, Barbara, Virginia et Suzanne, qui ont disparu le 7 décembre 1958 en cherchant du feuillage de Noël dans la Columbia River Gorge en Oregon. Ils sont partis de chez eux dans leur Ford Station Wagon de 1954, mais n'ont jamais été revus. Bien que la famille ait été signalée disparue après ne pas être rentrée chez elle, les pistes se sont rapidement taries. L'enquête a révélé que leur maison était en désordre, suggérant qu'ils avaient l'intention de revenir, et des traces de pneus et des éclats de peinture près d'une falaise correspondaient à celles de leur voiture.
Initialement, les autorités suspectaient un accident, mais le détective Walter Graven croyait en un acte criminel en raison d'une arme à feu ensanglantée trouvée à proximité. L'enquête de Graven a révélé que Donald avait une relation tendue avec sa famille et qu'il ne participait ni aux efforts de recherche ni aux services commémoratifs. Malgré ces signes inquiétants, l'arme n'a pas été traitée comme preuve et les 2 hommes qui se trouvaient dans la région n'ont jamais été interrogés. Le manque d'implication de Donald et les circonstances étranges entourant l'affaire ont conduit Graven à le suspecter, mais ses supérieurs ont choisi de poursuivre la théorie de l'accident. Graven est resté dévoué à l'affaire jusqu'à sa mort en 1988, continuellement troublé par le manque de suivi des preuves clés et les pistes non explorées. Malgré diverses théories et des enquêtes approfondies, le sort de la famille Martin est un mystère profondément perturbant et non résolu. Les meurtres à la hache de Villisca est une affaire tristement célèbre qui s'est produite le 10 juin 1912 à Villisca, Iowa, où Josiah et Sarah Moore, leurs 4 enfants et 2 jeunes invités de passage, Lena et Ina Stillinger, ont été brutalement tués. Après avoir assisté à la messe ce soir-là, la famille est rentrée chez elle vers 22h et a été attaquée à la hache par un intrus inconnu. Le lendemain matin, les voisins ont découvert la scène horrifique. Les 8 victimes avaient été rouées de coups, leurs visages étaient couverts et les miroirs drapés. L'enquête a été entravée par le manque de technologie médico-légale et la contamination de la scène de crime par des curieux. Plusieurs suspects sont apparus, dont Frank Jones, un rival commercial, Andy Sawyer, un vagabond, et le révérend George Kelly, qui a initialement avoué mais a ensuite rétracté sa confession. De plus, un morceau de bacon cru et un bol d'eau sanglante ont été retrouvés sur les lieux. La présence de ces objets, ainsi que le fait que le tueur ait couvert les visages des victimes et drapé les miroirs et les fenêtres, suggère un effort délibéré pour obscurcir et nettoyer la scène. Malgré une enquête approfondie et de nombreuses théories, l'affaire est non résolue. Les meurtres continuent de faire parler de nos jours et la maison est associée au paranormal. Charles II d'Espagne, souvent appelé le roi laid, était une figure tragique de l'histoire européenne. Né le 6 novembre 1661, Charles II fut le dernier roi Habsbourg d'Espagne, pays qu'il a gouverné de 1665 jusqu'à sa mort en 1700. Son apparence physique et sa santé étaient marquées par de graves problèmes, principalement dus à la consanguinité extensive au sein de la famille Habsbourg. Charles II était né de l'union du roi Philippe IV et de sa seconde femme, Marianne d'Autriche. Ses parents étaient cousins germains, ce qui contribua aux troubles génétiques qui le frappaient. Il présentait de nombreux problèmes physiques et cognitifs, tels qu'une mâchoire proéminente, des difficultés à parler et à manger, et une santé générale fragile. Ses conditions médicales étaient aggravées par des problèmes digestifs chroniques et une incapacité générale à mener une vie normale. Les problèmes de santé de Charles II se répercutaient également sur sa vie sexuelle, ses affections physiques et ses handicaps affectant gravement sa capacité à entretenir des relations intimes. Malgré plusieurs mariages, il luttait contre l'impuissance et avait du mal à produire un héritier. Sa première épouse, Marie-Louise d'Orléans, et sa femme ultérieure, Marie-Anne de Nemours, rencontrèrent toutes deux des difficultés dans leur vie conjugale avec lui. L'incapacité de Charles à avoir des enfants fut une préoccupation majeure, contribuant à la guerre de succession d'Espagne après sa mort. Tyler Hadley est un criminel connu pour son implication dans une affaire très médiatisée de parricide et le crime qui en a découlé lors d'une fête. Le 16 juillet 2011, à Port Sainte-Lucie, en Floride, Hadley, alors âgé de 17 ans, a brutalement assassiné ses parents, Black et Mary Jo Hadley, en les frappant à la tête avec un marteau. Après les meurtres, il a caché leur corps dans la maison et a organisé une fête avec les cadavres toujours présents. Hadley a invité des amis pour ce qui semblait être une fête typique d'ado. Pendant la fête, il a publié un message troublant sur Facebook, annonçant que la maison était le moment de faire la fête et invitant les gens à se joindre à lui. Hadley avait simplement laissé les corps de ses parents dans leur chambre. Certains de ses amis se souviendront plus tard qu'il avait exprimé le désir de tuer ses parents pour l'avoir puni quelques jours auparavant. Mais ils n'y ont pas prêté attention et n'ont pas pris sa menace au sérieux, jusqu'à ce que Hadley entraîne son ami Michael Mandel à l'écart lors de la fête. Le choc de Mandel a été immense lorsqu'il a vu du sang près de la porte de la chambre des parents. Il a alors exigé de voir plus de preuves en entrant dans la chambre, où il a rapidement découvert les corps des parents. Bien que Mandel soit resté à la fête encore environ 45 minutes, il a appelé la ligne Crime Stopper en partant et a informé la police de tout ce qu'il avait vu. Arrêté chez ses parents, Hadley a été accusé de 2 meurtres au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 26 mai 2013, Harrison Ojegba Okene, un cuisinier de 29 ans à bord du Jackson 4,
a affronté un cauchemar inimaginable lorsque le remorqueur s'est renversé et a sombré au fond de la mer à 30 mètres de profondeur. Piégé dans les décombres inondés et plongé dans l'obscurité, Okene a d'abord cherché refuge dans une cabine avec une grande poche d'air, tandis que les bruits de prédateurs marins, possiblement des requins ou des barracudas, résonnaient autour de lui. Pendant 72 heures, il a survécu avec une seule bouteille de coca et a récité des versets bibliques poussés par une promesse faite à Dieu de ne jamais retourner à l'océan s'il réussissait à en sortir vivant. Miraculeusement, des plongeurs de DCN Diving en mission pour récupérer les défunts ont découvert Okene dans cette tombe submergée. La vue de cet homme vivant a stupéfié l'équipe de sauvetage. Okene a ensuite été ramené à la surface où il a été réchauffé, reçu de l'oxygène et placé dans une chambre de décompression. Son incroyable histoire de survie est depuis devenue un témoignage fascinant de l'endurance humaine et de la foi. Et Okene, profondément bouleversé par cette expérience, a depuis choisi de travailler sur la terre ferme, loin de la mer qu'il a jadis piégée. Maury Travis, un chauffeur de camion de Saint-Louis, était un tueur en série qui a enlevé, torturé et tué des femmes entre mars 2001 et mai 2002. Son ancienne maison, louée par Katrina McGough en mars 2014, a été révélée comme le lieu de ses crimes atroces. McGough a découvert des preuves troublantes, notamment des couches de sang, du matériel de bondage et un film snuff glaçant après avoir regardé un documentaire sur la maison. Travis a été arrêté le 7 juin 2002 après avoir envoyé une lettre au St. Louis Post-Dispatch contenant une carte menant au corps d'une victime. Les autorités ont retracé les origines de la carte à Expedia.com, ce qui a conduit à sa capture. Travis s'est suicidé en prison 3 jours plus tard. Bien qu'il ait affirmé avoir tué 17 femmes, seulement 12 corps ont été retrouvés, laissant une partie de son histoire non résolue et continuant à hanter la région de Saint-Louis. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est finie. Est-ce qu'elle vous a plu ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas non plus à nous demander des sujets à traiter. Merci à vous et à bientôt.